Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de votre programme et de faire partie de la grande famille de Regard Social sur Equinox Télévision. L'émission de ce soir fait une incursion dans le monde devenu impitoyable des réseaux sociaux. Plus aucun jour ne passe sans que des fake news, des bashing et de la cybercriminalité ne soient mis au devant de la scène. Il s'agit en général des vies détruites par des personnes sans foi ni loi qui ont décidé de capitaliser sur des likes, des commentaires et des partages qu'ils recherchent désormais par milliers. Nous vous amenons donc ce soir sur la toile telle que perçue au Cameroun, la toile telle que vécue au Cameroun, la toile made in Cameroun. Vous l'avez bien compris, ce soir, nous abordons la question de la cybercriminalité. La cybercriminalité, donc, qui est aujourd'hui au devant de la scène dans une société camerounaise peut-être tombée un peu trop tôt dans le chaudron de la technologie. Nous vous amenons sur les traces du quotidien d'une jeune fille qui a perdu tout équilibre. Une jeune fille désormais chamboulée qui menait jusqu'ici un quotidien paisible et tranquille jusqu'à ce que ses vidéos ou son image se retrouvent injustement assimilée à une sextape qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la jeune fille insouciante, la jeune fille ambitieuse d'hier est devenue une pauvre petite fille effrayée par ses bourreaux et ses persécuteurs qui ont décidé d'en découdre avec son avenir. Je vous propose de revenir sur l'histoire de cette jeune dame que vous avez peut-être connue, une histoire qui vous est contée avec dextérité par l'équipe de Regard Social. Pour me dire que comment j'ai appris qu'il a eu un accident et je n'ai même pas pu compatir, que je dois le débloquer si je doute, pour qu'il m'envoie les images qui prouvent qu'il a fait l'accident, les photos. Bon, je n'ai pas prêté attention au départ parce que c'est un mythomane, c'est quelqu'un qui est très stratège. Bon, je n'ai pas prêté attention. Il m'a encore appelé peu de temps après. J'étais déjà dans la ville. Et j'ai donc débloqué. À ma grande surprise, il m'envoie la vidéo. Il me fait comprendre que tu tournais déjà des sextapes avec des journalistes. Malgré le refus de Mirabel de coopérer, Julien Bapès revient à la charge. Peu de temps après, tellement il était agité par cette sextape que je lui fais comprendre que attends, tu es sérieux là ou quoi? Tu es mon ex, mais je constate que tu m'as jamais réellement connu. Quel gâchis! Quand il m'a envoyé maintenant une vidéo, toujours le même jour, où il y avait la vidéo, un screenshot où il y avait la vidéo, mes photos et les photos de Paul Chouta. Que je me rends donc compte que ce gars, apparemment, il est sérieux. Je parle sur Facebook, je trouve, j'étais scandalisé. Les appels de gauche à droite, les messages, tout ça. C'est là donc que je prends la peine de le débloquer. Hormis des réseaux sociaux, je l'appelle. Je lui demande comment il a fait pour avoir toutes ces informations, qu'est-ce qui lui fait croire que c'est moi. Il commence à dire que je t'ai demandé depuis si c'était toi, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, il faut livrer Paul Chouta, c'est un bandit, il doit retourner en prison, il doit salir ton image. Je lui fais comprendre que tu es en train de blaguer ou bien je suis en train de rêver. Tu sais bien que ce n'est pas moi, le personnage féminin qui est dans cette vidéo. Pourquoi tu continues, tu persistes que c'est moi? La vidéo, si elle est sortie depuis, tu penses que tu es la seule personne qui a vu cette vidéo. Pourquoi les membres de ma famille n'ont jamais pensé que c'était moi, le personnage féminin de cette vidéo? Pourquoi les gens qui me connaissent n'ont jamais pensé que c'était moi? En plus, toi, c'est toi qui oses dire que c'est moi. Cette fois, la jeune dame réalise qu'il s'agit d'une affaire grave. Elle décide de faire un démenti sur la toile. Ils ont inventé une fausse interview que c'est le personnage masculin qui m'a appris à faire ces fantasmes sexuels tels que la sodomie et consorts. Or, je ne connais même pas ce Paul Chouta. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'étais même pas au courant de son existence. Ni la fille qui est sur cette vidéo, je ne la connais même pas. Je ne sais pas ce qui les anime
de dire quel esprit les anime de dire que c'est moi le personnage qui est dans cette vidéo. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont créé des pages disant qu'un collectif d'avocats est en train de se former actuellement pour défendre mon image bafouée. J'ai fait le démenti sur ma page, sur mon compte Facebook, disant que des individus de mauvaise foi ont failli me confondre dans une vidéo obscène qui fait la une des réseaux sociaux, que les gens devaient se rassurer, ce n'est pas moi, car la fille qu'on aperçoit dans cette vidéo ne fait ni cette taille ni cette morphologie. C'est depuis ce jour que je reçois des menaces, on me harcèle et j'ai même été agressée. La publication vient mettre le feu aux poudres. Les activistes se rapprochent de Christelle Mirabel pour l'assister dans son combat. J'ai lu les événements qui sont arrivés sur Christelle Mirabel. J'étais extrêmement choqué, extrêmement mal à l'aise. Je ne savais pas comment je pouvais agir puisque je ne connaissais pas Christelle Mirabel. Un matin, un ami m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Je lui ai dit, donne mon numéro de crédit. Même aussi, je suis quelqu'un aussi de très prudent. J'ai demandé à la moto de me laisser à 300 mètres. Puisque Ndoximbe même, c'est un quartier où j'ai vécu pendant longtemps. Bon, je peux même dire que c'est là que j'ai grandi. Alors, bon, à 300 mètres, j'ai commencé aussi à marcher pour voir vraiment. C'est là qu'à presque 10 mètres, je la vois, elle est sur un cafétéria entourée de ces bensikman là. Quand j'arrive, je la trouve, elle était tellement fatiguée, même quand je la parlais, elle ne me répondait pas. Donc, elle était complètement abattue, fatiguée, elle n'entendait même pas. Donc, tu sentais que la drogue était encore sur elle. Mirabel est conduite dans un poste de police, puis une institution hospitalière. Bon, comme elle était tellement fatiguée, je lui ai dit d'attendre 6h, 6h30 pour qu'on aille au commissariat central numéro 2 de Logbaba. Alors, je suis arrivé au commissariat numéro 2 de Logbaba, mais avant même ça, j'ai appelé sur mon petit frère, comme il a la moto, il a amené la moto. On a pris la moto, nous sommes arrivés à Logbaba. Quand j'arrive, il y a un policier là qui me dit que si c'est un problème de bagarre, comme elle était sale. Non, mais si c'est un problème de bagarre, monsieur, apportez vos problèmes d'abord au quartier. Je veux dire que monsieur, ce n'est pas un problème de bagarre. Même si c'était un problème de bagarre, vous êtes là pourquoi? Il me dit que pourquoi? Je dis que non, ma petite soeur a été victime d'un viol. Et là qu'elle me dit que bon, allez-y au niveau de la main courante là. Donc j'arrive au niveau de la main courante, là, je trouve une policière qui était là. Bon, j'ai fait une déclaration là pour leur faire comprendre qu'elle a été victime de ceci, cela. Bon, ils ont noté. Après ça, bon, il était aux environs de 7h30 comme ça. Nous sommes quittés, nous sommes arrivés à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Une nouvelle plainte est déposée cette fois contre X, ce qui va faire pour le cas Mirabel un total de 4 plaintes qui n'ont toujours pas prospéré. J'ai déposé 4 plaintes au commissariat central numéro 2. La première plainte, c'était celle de Pumbapes. Je suis allé lui remettre la convocation. Il a continué de dire que c'est moi. Il ne sait pas pourquoi je couvre Paul Chouta, mais il va aller en prison. La deuxième plainte, j'ai appelé, il m'a tourné, il m'a dit qu'il était à l'hôpital à Quintini, qu'il est en train de suivre un traitement là-bas. Je suis arrivé à l'hôpital, il me sort un autre discours, il n'est plus à l'hôpital, on l'a emmené au village chez Lomas. Et la troisième plainte, c'était maintenant, mon avocat m'avait fait comprendre que je dois porter plainte contre eux tous, c'est-à-dire Jean-Louis Batoum, Mbapes, Clotaire Guedjo et Poutine le Lion. La quatrième, c'était contre inconnu pour le viol, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié les auteurs de ce crime. Aujourd'hui, Christelle Mirabel est perdue. Elle ne comprend pas la cause de tout cet acharnement sur sa personne. Si je vous dis que je parviens à fermer les yeux la nuit, c'est que je mens. Je suis sans voix. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai bien fait à ces 4 individus pour mériter tout ceci? Au sein de sa famille, des clans se sont créés. D'un côté, se trouvent ceux qui pensent que la jeune dame doit garder le silence, de peur
de s'attirer un peu plus les foudres du parti politique auquel appartiennent les 4 bourreaux. Mais de l'autre côté se trouve Christelle Mirabel et son grand frère qui se sont promis de tout mettre en œuvre pour que justice soit faite et que les 4 hommes qui ont sali, terni l'image de la jeune dame se retrouvent derrière les barreaux. Dire que la justice doit faire son travail. Vous venez donc là de suivre les tribulations de Christelle Mirabel, une jeune femme qui n'avait rien demandé à personne, qui vaquait tranquillement à ses occupations afin de se construire un avenir. On parle là d'une jeune fille de 25 ans, une jeune fille qui rentre à peine dans la vie active et qui a donc besoin de toutes les forces de la société pour pouvoir se faire un chemin. Aujourd'hui, il s'agit malheureusement d'un quotidien détruit. Si on prend le seul cas de l'aspect professionnel, on est bien tenté de se demander quel est le responsable d'entreprise qui daignera encore ouvrir les portes de sa structure à une jeune fille dont l'image a été mêlée, à tort, à une affaire de sextape. Il ne s'agit pas seulement de la vie professionnelle de Christelle Mirabel, il s'agit de sa vie de façon générale. C'est une jeune fille, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de petit ami. Quel est l'homme qui voudra bien épouser une femme en sachant que sa nudité a été vue aux yeux du monde? Vous comprenez qu'il s'agit d'un fait grave. Mesdames et messieurs, on parle d'une dignité totalement bafouée. Et ce soir, l'équipe de Regard Social a bien voulu inviter sur ce plateau cette jeune dame qui a désormais peur de sortir. Parce que quelque part dans le reportage qui vient de passer, vous avez bien compris qu'alors qu'elle était en train de vaquer à ses activités professionnelles, malgré le lynchage qui était fait sur son nom, avec son image sur la toile, elle s'est faite agresser. Elle s'est faite violer. C'est une personne qui a désormais peur d'à peu près tout, qui ne sait à qui faire confiance, mais qui a accepté de donner son témoignage dans cette émission, dans ce fait de société, sachant que cette histoire pourrait arriver à n'importe qui. Christelle Mirabel, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur Regard Social. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir Kate, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir à tous. Alors, on sait que ce que vous traversez est véritablement difficile, compliqué pour la jeune femme que vous êtes. Une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, on parle de 25 ans. Une jeune femme qui est en train de construire son avenir. On va vous demander de prendre courage pour ce programme. Il s'agit non seulement d'édifier les téléspectateurs, mais surtout de partager votre histoire afin qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, mais surtout comment vous vous sentez. Alors j'ai envie, avant de rentrer en plein dans notre échange, que vous nous fassiez une brève description de votre personne. Comment est-ce que vous décrirez Christelle Mirabel? En dehors de l'âge, quel type de formation avez-vous reçu? Quand est-ce que vous avez terminé votre formation professionnelle et qu'attendiez-vous avant que le scandale ne sorte de votre avenir? Déjà, j'ai fait une formation professionnelle à l'INGS et de MCL, l'École de développement et de management de collectivités locales. J'ai achevé la formation il y a de cela 2 mois et juste après la soutenance, j'ai une mention très bien. Et j'ai un diplôme supérieur d'opératrice en développement et de management de collectivités locales. D'accord. Ça veut donc dire qu'on parle bien là d'une jeune dame qui a décidé de bâtir de ses propres mains une image, une carrière professionnelle. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on vous ait mêlé à cette histoire de sextape aujourd'hui? Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai été mêlée à cette histoire de sextape. Jusqu'à présent, je me pose des questions et je n'ai toujours pas de réponse. Je les ai même posé la question là plusieurs fois quand j'ai fait d'autres interviews dans d'autres médias, mais je n'ai pas eu de réponse. Donc je suppose que c'était juste pour faire le buzz. Juste pour faire le buzz.
Alors dites-nous, vous nous parliez tout à l'heure de votre formation à l'INJS à Yaoundé. Exactement. Et on tient à préciser pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le savent pas que le cyberjournaliste Paul Chouta est également à Yaoundé. Est-ce que vous avez rencontré ce monsieur? Est-ce que vous connaissez de qui il s'agit? Je ne connais pas Paul Chouta ni de près ni de loin. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je ne savais même pas qu'il existait. Il y a de cela un mois que j'ai commencé à entendre parler de lui. Je ne connais pas. Est-ce que vous avez fait la confidence à votre ex-petit ami, Julien Bapès notamment, sur une potentielle relation que vous avez eue avec Paul Chouta? Jamais, jamais de la vie. Étant donné que notre relation s'est achevée il y a de cela 2 ans et demi. Donc je n'ai jamais parlé de Paul Chouta puisque je ne connais pas. Comment je vais lui parler de quelqu'un que je ne connaissais même pas son existence? Donc c'est impossible. D'accord. Mais pourtant, on a des captures d'écran qui ont été balancées sur les réseaux sociaux dans lesquelles il est attribué à Mirabel des déclarations concernant Paul Chouta. Alors, je tiens à préciser que pendant que nous étions en train de réaliser le reportage que vous avez suivi tout à l'heure, nous avons contacté les principaux personnages de cette cabale. Nous avons contacté Julien Bapès, notamment, qui nous a fait comprendre qu'il était alité, qu'il était chez un masseur, lui qui avait été victime d'un accident de la circulation. Il a décidé de ne pas s'exprimer, de ne plus s'exprimer dans cette affaire, qu'il devait désormais s'en remettre à la justice. Nous avons également pris attache avec Jean-Louis Batoum qui nous a parlé de son programme très chargé et nous a fait la promesse de revenir vers nous une fois qu'il aurait terminé, après nous avoir donné rendez-vous un peu plus tard dans la soirée, un rendez-vous qui n'a pas été respecté. Mais c'est des personnes qui ont donc pendant plusieurs semaines et de façon répétée posté donc des images de cette jeune femme avec des commentaires, avec des témoignages d'une potentielle cabale contre elle. On a même eu sur la toile des associations qui se sont créées dans le but de vous défendre contre un Paul Chouta qui avait le désir de ternir votre image. Est-ce que vous avez été abordé par des associations, des activistes ou bien des personnes désireuses de vous aider à mettre la lumière sur cette affaire? Non, je n'ai pas été abordé par qui que ce soit en dehors de M. Gérard Cuissy. D'accord. Nous avons également sur ce plateau le frère de Christelle Mirabel. Vous l'avez vu dans le reportage, c'est un monsieur qui a décidé de mettre de côté ses activités, de se mettre à dos un bon nombre de ses amis, et vous allez comprendre pourquoi, un bon nombre également de ses frères. On tient à préciser qu'il n'y a pas de problème dans la famille. D'ailleurs, le grand frère de Mirabel nous a rappelé que la discorde existe dans toutes les familles et qu'au moment opportun, cette discorde va être donc résolue. Et on accueille sur ce plateau le grand frère de Christelle Mirabel qui se bat avec elle depuis le début de cette affaire. Il s'agit de vous, Ngué Bikok René. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Regard Social. Bonsoir. Déjà, je dis bonsoir à tous les invités. Je dis aussi bonsoir aux nombreux téléspectateurs à travers le monde grâce à l'émission Regard Social. Regard Social. D'accord. Alors, je tiens à préciser qu'au cours du tournage avec vous, vous nous avez dit que vous n'avez jamais imaginé vous retrouver au devant de la scène, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Nul eût été cette histoire qui vous est tombée dessus. Comment est-ce que vous vivez le fait que votre petite sœur continue de subir, on va dire, un harcèlement non voilé de la part de ses bourreaux? Le problème qui se pose, c'est que ça fait un bon bout de temps que ces personnages continuent toujours à harceler ma petite sœur. Dernièrement, j'ai pris attache avec le nommé Bapès et je lui ai appelé, je lui ai dit petit frère ou mon fils, comme tu vois, le problème que tu as commencé, vraiment, c'est un problème qui n'est pas bien. Bon, moi, j'aimerais que ce problème, tu puisses au moins le résoudre en tant qu'homme. Je lui ai dit que, bon, comme tu as fait un problème, bon, si tu vois que peut-être tu es responsable de ce problème, il faut aller au niveau des autorités compétentes et essayer de te présenter.
Lorsque tu vas te présenter, ils sauront quoi faire. Si tu es innocent, ils vont te laisser. Il m'a dit un certain nombre de choses en me faisant comprendre que bon, lui n'a rien fait et que vraiment, il attend qu'on aille au parquet et le parquet va en décider. Mais pourtant, toutes les plaintes qui ont été, toutes les convocations qui ont été déposées jusqu'à lui, du moins il n'a pas voulu être sur place avec vous. Il y a un total de 2 convocations qui ont été données pour le compte de Julien Bapès. La première convocation, il a bien sûr reçu parce que quand Christelle Mirabel l'a appelé, il a bien évidemment rencontré la jeune dame qui lui a remis la convocation. La deuxième convocation, malheureusement, n'arrivera jamais jusqu'à lui parce qu'il trouve à chaque fois des subterfuges. La première fois, il était à l'hôpital. Ensuite, il est au village pour se faire traiter. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui dit vouloir se retrouver devant la justice pour répondre de cette affaire n'accepte déjà pas de recevoir les convocations? Est-ce qu'il vous a donné, à chaque fois que vous avez échangé avec lui, l'impression d'être de bonne foi? Non, j'ai échangé avec eux une seule fois. Donc, par ailleurs, bon, quand il cause avec moi, je pense qu'il n'est pas de bonne foi. La seule personne que j'ai pu échanger avec lui, c'est Batoum. Bon, il m'a écrit un message me faisant comprendre qu'il voudrait me rencontrer. Je lui ai dit que bon, je n'ai pas du temps et je ne peux pas te rencontrer. Si tu veux que tu me rencontres, on pourra se rencontrer au niveau du commissariat et on pourra en discuter. Bon, j'ai quand même pris la peine de causer avec lui. Il m'a dit un certain nombre de choses en me faisant comprendre que c'est plutôt Bapès qui les a induits en erreur. Et comment ça? Bon, que c'est lui qui les a induits en erreur. Bon, mais il n'est pas entré au fond du problème. Il m'a seulement dit que c'est plutôt Bapès qui les a mis en erreur. Et que ce Bapès crée des problèmes. Même l'argent, il n'a pas. Il a fait un accident. C'est le PCR qui a pris soin de lui soigner. D'accord. Il m'a dit que, et il m'a même répété un mot qui était un peu primordial. Il m'a fait comprendre que mon frère, est-ce qu'on peut se voir? Pourquoi? Parce que ma carrière politique en dépend. D'accord. Et j'ai même encore son message au niveau dans lequel il le dit. Alors, il faut que vous puissiez nous expliquer comment ça se passe au sein de votre famille. Pendant que nous produisons le reportage, vous nous avez expliqué qu'il y a comme des clans qui se sont créés. D'un côté, des personnes qui estiment qu'il ne faut pas médiatiser l'affaire, il ne faut pas réclamer que justice soit faite pour votre sœur, de peur de créer de plus gros problèmes avec le parti politique de ces 4 messieurs. Et de l'autre côté, il y a vous deux qui essayez de tout faire pour que votre sœur puisse, on va dire, être honorée. Comment ça se passe au sein de la famille en ce moment? Au sein de la famille, comme je vous l'ai bien dit, il n'y a pas de problème en tant que tel. Bon, mais le problème qui se pose, c'est que c'est chacun qui a son point de vue par rapport à ce problème. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'on essaie de laisser ce problème. Pourquoi? Parce que peut-être, avec peut-être c'est un bourreau, peut-être, on ne sait jamais, peut-être elle peut être victime de quelque chose. Elle a déjà été victime de viol. On fait quoi de ça entre-temps? Bon, ils m'ont fait comprendre que déjà, bon, le viol, bon, on ne connaît pas la personne qui a commis le viol. Bon, mais en ce qui concerne les problèmes de ces types, on connaît les bourreaux. Bon, alors, bon, moi, je les ai fait comprendre que ce problème est un problème assez grave. Pourquoi? Parce que même au départ, bon, moi, je n'étais pas tellement dans le problème. Pourquoi? Parce que le problème a commencé quand je n'étais pas Douala. Moi, j'étais à Bouya. C'est là qu'elle a commencé ce problème avec mon frère aîné. Bon, finalement, le problème n'a pas abouti en tant que tel. Et j'ai pris la responsabilité de l'aider à travers mon ami Gérard Cussi. Parce qu'il y a beaucoup dans la famille qui croient que peut-être Gérard est seulement entré comme ça dans ce problème. Gérard et moi, on se connaît depuis. Bon, donc, quand elle m'a expliqué le problème, j'ai fait appel à Gérard et on a essayé de changer. Et c'est comme ça qu'on s'engage. D'accord. Et quel est le message que vous avez envie de passer aujourd'hui au bourreau de votre sœur? Disons que le message que je vais leur passer ce soir, c'est de leur faire comprendre que cette jeune fille a été vraiment touchée au niveau de son plan social et que ils ont dit à ma petite sœur qu'elle était une femme sans défense.
et qu'il n'y avait personne qui pouvait la protéger. Donc lorsque j'ai compris ces mots m'ont beaucoup écœuré. Bon, je les ai fait comprendre que j'ai foi en la justice camerounaise et la justice va juger et le droit sera prononcé. Donc c'est tout ce que je peux leur dire, qu'ils sachent que nous sommes au Cameroun et il y a une justice et le droit va se prononcer. D'accord. Ils ont foi en la justice du Cameroun, une justice qui devrait donc se saisir de cette affaire. Nous tenons à préciser qu'il y a un total de 4 plaintes qui ont été déposées jusqu'ici au sujet de cette affaire par la famille de Christelle Mirabel ainsi que le collectif d'avocats qui s'est donc formé pour la circonstance. La première plainte était une plainte déposée contre son ex-petite amie. La seconde plainte a par la suite été déposée contre le groupe de personnes qui, pendant plusieurs semaines sur la toile, n'a pas arrêté de publier les vidéos, des photos de cette jeune fille, l'assimilant à cette sextape. Ensuite, une troisième plainte a été déposée après que le viol se soit donc produit, suivi de l'agression, et une autre quatrième plainte donc qui a par la suite été déposée. Vous avez donc compris le quotidien de cette jeune femme qui est aujourd'hui perdue, qui est en perte d'à peu près tous ses repères. On va donc essayer de comprendre l'impact que tout ce phénomène de cybercriminalité, de bashing et de harcèlement cybernétique peut avoir comme donc impact sur une jeune fille comme Mirabel. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un expert des questions sociologiques. Il s'agit du professeur Gadifna. Nous vous souhaitons la bienvenue, professeur. Bonsoir. Merci bien, je suis honoré de partager votre plateau. Mais à côté de cet honneur ou bien de ce prestige d'être sur votre plateau, je dois d'entrée de jeu dire quand même mon désarroi du fait que le sujet que nous abordons n'est pas du tout gai, surtout quand je le regarde sous l'angle de ma propre filiation où je suis seul garçon parmi 4 filles et que cela arrive à une fille, je trouve que c'est bouleversant. Donc je le dis avec toute la sincérité, tous les mois, ce qui se passe n'est pas normal. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier un tel acharnement sur une personne? On tient à préciser que le dénommé Julien Bapès, qui est l'ex-petite amie de Christelle Mirabel, sait bien qu'il ne s'agit pas d'elle sur la vidéo, mais il se range avec ces personnes pour continuer de partager son image en sachant que cela peut avoir des conséquences. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement? Toutes les approches, quel que soit le niveau de réduction, rien ne peut justifier de tels cas. Parce que c'est un être humain normalement constitué qui justifie du titre d'homme ne peut pas se comporter de la sorte. Avec toutes les civilités et les courtoisies, je crois qu'il n'y a que l'espèce animale qui peut réagir de la sorte. Donc celui-là ne mérite pas le statut, ne mérite pas le profil, ne mérite pas la considération d'être humain. Donc rien ne peut justifier de tels actes qui ne relèvent que des aspects bestiaux ou de l'animalité simplement. D'accord. Et on se rend compte, professeur, que sur la toile, on a de plus en plus ce genre de situation. Il y a des personnes qui sont lynchées à dessein. Il y en a qui le sont par des personnes qui ne savent même rien d'elles. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est tombé dans le chaudron des réseaux sociaux et de cette technologie sans être prêt? Disons que la lecture peut être restrictive, mais le Cameroun peut être sur l'orbite. Je ne pense pas que le problème se pose avec la même amplitude peut-être ailleurs, mais je constate simplement que notre société est en perte de valeurs éthiques. Il y a le déplacement du curseur sur les réalités déontologiques et sur la morale ou la religion qui devrait être notre opium. Donc cette déliquescence sociale, cette prévarication morale, cette impotence éthique et puis ces dérèglements d'ordre peut-être religieux est la cause de tous les dérapages que nous voyons dans notre société. Et je n'allais pas peut-être dire, pour reprendre un titre emphatique de Renaud Dumont, pour dire que la société peut-être camerounaise, de ce point de vue, est mal partie. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment précis pour essayer de rattraper les choses? Je crois que des actes de telle amplitude, de telle bestialité, ne trouvent leur essence, leur sens ou leur quintessence que dans le cœur des hommes. Donc il faudrait que les cœurs soient touchés,
Et cela passe nécessairement par une éducation familiale minimale qui reconnaît quand même certaines valeurs fondamentales, que la dignité de l'homme tient au moins au sexe, parce que tout être humain passe nécessairement par cet organe-là, et que le sexe devrait être quelque chose pour lequel on devait avoir beaucoup de respect. Et si on a cette éducation minimale, on devait pouvoir respecter le corps de l'homme, respecter le corps de la femme. Donc le sexe ne devrait pas être quelque chose qu'on devrait utiliser à tort ou à travers, ou bien qu'on devait convoquer à temps et à contre-temps. Donc il me semble que c'est un problème d'éducation d'abord à la base. D'accord. Quand on a vécu, on a traversé ce que Christelle Mirabel traverse depuis plusieurs semaines, elle est harcelée sur la toile, elle est harcelée dans la rue, elle est harcelée par téléphone et elle a été agressée et violée. Comment on fait pour se reconstruire? Comment on fait pour recommencer à faire confiance à l'être humain de façon générale? Alors la charge psychologique est inévitable. Déjà qu'elle a à peine le quart de siècle, comme vous l'avez dit, à peine elle sort de l'adolescence, on peut comprendre la situation, la charge émotionnelle et psychologique qu'elle peut traverser. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'approche, là peut-être je vais convoquer une théorie qui relève de la communication, il faut savoir banaliser certains faits. Il faut le considérer, pour reprendre votre jargon journalistique, comme un train qui arrive à l'heure. Parce que le silence peut être le meilleur discernement. Et peut-être trouver quand même des approches de libération, parce qu'elle doit trouver une confidente pour se libérer, pour éviter de tomber dans l'introversion qui peut être plus dévastatrice pour elle. Donc, il s'agit pour elle d'affronter la vie avec beaucoup de sérénité et de confiance pour dire qu'en réalité, elle ne se reconnaît pas dans le fait. Et pour cela, il faut banaliser le chien aboie, mais la caravane passe. Ça peut être la meilleure approche pour elle, parce qu'à force de penser, à force de retourner dans tous les sens ce problème, elle aura une charge psychologique plus faible et elle peut désespérer dans cette vie alors qu'elle a tout l'avenir encore devant elle. Vous avez entendu le frère de Christelle Mirabel évoquer tout à l'heure la situation un peu délicate au sein de la famille. On est en train de passer à côté d'une grosse crise. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour repartir pour revenir à de meilleurs sentiments et donc continuer de vivre normalement leur vie de famille? Je crois que l'aspect de division ou bien les points de vue divergents qui se retrouvent dans la famille, c'est un phénomène également normal du point de vue de ce que l'homme ou l'être humain reste un être ondoyant, divers, fuyant et évanescent. Il n'est pas possible d'avoir un point de vue monolithique. Donc, ça peut se comprendre. Et je crois qu'il me semble de l'analyse de son frère, il y a un camp qui estime qu'elle ne se reconnaît pas dans une affaire et la meilleure chose, c'est de classer ce dossier et de ne pas en parler. Naturellement, il y a un autre bord qui estime que nous sommes quand même dans un état de droit. Il faudrait qu'il y ait réparation. Mais je dis, s'il y avait un conseil à donner, il faudrait laisser le temps pour qu'il soit le meilleur discernement. Une fois que la vérité a été dite, quelquefois, il faut classer le dossier. Et naturellement, si jamais il y a peut-être persévérance ou insistance ou récidive j'allais dire peut-être de ces hommes, de ces êtres pas très loin de l'animalité, là, il faudrait peut-être revenir. Mais pour elle, pour l'instant, ça peut être établi. Chacun de nous peut se faire une idée du fait que sur la vidéo, ainsi de suite et autres, c'est peut-être une ressemblance, mais ce n'est pas elle. C'est ça qui est la vérité, comme on dirait de manière prosaïque. Et il faut croire à cette vérité et puis classer ce qui relève des allusions, ce qui pourrait être des surcharges pondérales, psychologiques pour elle. Donc, elle ne se reconnaît pas dans cette affaire. Quelquefois, il faut classer. D'accord. Merci infiniment, professeur, pour vos lumières qui ont donc contribué à une meilleure appréciation du sujet. Nous avons également sur ce plateau une personne qui a joué un rôle fort dans cette histoire. Vous avez entendu son nom à répétition pendant les prises de parole de Christelle Mirabel et de son frère. Il fait partie des personnes qui ont lancé, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la toile. Le cas aurait pu passer inaperçu. Ces personnes auraient pu revenir, faire rétropédalage et revenir sur leur position. Mais il fait partie des personnes qui ont décidé de se mobiliser
pour permettre à la jeune Christelle Mirabel de pouvoir finalement retrouver sa dignité et de marcher tête haute, alors même que des personnes essayaient de ternir son image. Il est donc sur ce plateau. Gérard Cuissu, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tout le monde. D'accord. Vous êtes de ces activistes, hein, on va vous appeler comme ça, parce qu'en plus vous êtes cyber-journaliste, mais il faut dire que sur ce coup, vous avez joué un rôle d'activiste. Vous faites donc partir de ce groupe d'activistes qui a très vite essayé de rechercher la part de vrai et de faux dans cette histoire. Pourquoi le cas de Christelle Mirabel vous a intéressé? Bon, il faut noter que plusieurs sujets m'ont intéressé. Avant Christelle Mirabel, il y a d'autres sujets. Je peux remonter jusqu'à Théo, Yandal, etc., où je me suis fortement impliqué. Mais très vite, quand je l'ai rencontrée, j'ai compris qu'elle était seule, abandonnée à elle-même. Et d'ailleurs, son frère m'a fait une confidence selon quoi je suis arrivé pile. Elle avait déjà des idées négatives. Voilà. Et puis, ça faisait déjà 2 semaines qu'elle avait déposé une plainte au commissariat qui ne prospérait pas. Et les commanditaires, les 4 personnes, se moquent d'elle à longueur de journée sous les postes. Donc, c'est pour ça que quand le professeur disait tout à l'heure qu'il faut peut-être classer, etc., c'est difficile. Il y a eu non seulement des actes délibérés, volontaires, posés, mais ensuite il y a eu de la moquerie, il y a eu une agression, il y a eu un viol. Et il ne faut pas classer ça, parce que si on classe, on donne la possibilité à d'autres personnes de refaire la même chose à d'autres personnes. C'est assez grave. Voyez-vous, on écrit que Christelle Mirabel a été violée. Son ex vient en bas rire. Moi, j'ai eu mal au cœur. Ça fait mal. On décrit ça, M. Batoum vient, M. Fritz Mester-Poutine Lyon vient écrire « Est-ce qu'on viole en masque ?» À longueur de journée, il nous écrivait sous nos postes des moqueries, des insultes, des indignations. Donc, à mon sens, il faut que la justice sévisse, il faut que l'opinion dénonce cette situation qui lui a pourri la vie. Elle a quitté le domicile familial. Fort heureusement, son employeur est assez compréhensif. Vous imaginez ce que c'est qu'un viol. Et le traumatisme est vraiment profond pour qu'on laisse cette affaire passer comme ça. Donc nous, en dénonçant, en portant cette affaire, ça a permis qu'il y ait déjà 3 psychologues. Il y a une dame qui est aux États-Unis, qui a été alertée par des Guinéens en Guinée. Donc vous savez, vous voyez que ça a pris de l'ampleur. Donc elle suit Christelle. Il y a un autre qui s'est prononcé lorsque nous sommes passés à la radio. Et il y a un 3e qui est Mino Christelle envoyé, qui la prenne en charge gratuitement. C'est parce que nous avons lancé cette alerte. Et il y a un collectif d'avocats qui est en train de travailler sur comment faire pour pouvoir amener cette affaire en justice. D'accord. Et vous avez su mobiliser tout ce groupe de personnes autour de vous. Et est-ce que vous-même, vous n'êtes pas victime de railleries, de harcèlement, de menaces dans ce long combat qui est le vôtre? Si, des railleries, des menaces inbox, et ça oui. Mais ça fait 20 ans que je fais ça. Pour me menacer, il faut un peu plus de cran que ça. Donc, c'est des petits-enfants. S'ils étaient des hommes, ils me menaceraient physiquement en face, pas en inbox. Donc, c'est vrai que j'ai reçu des menaces. Je me sens parfois suivi. Mais je préfère ne pas en parler parce que si j'en parle, je transmets la peur. Donc, moi, j'essaie de dominer ça et de rester focalisé sur ce que j'ai à faire. Alors, nous sommes dans un programme social qui n'a donc rien de politique, absolument rien. Mais les cas dont nous débattons, dont nous parlons ce soir, sont donc malheureusement des cas d'hommes très engagés dans le monde de la politique, qui sont des lieutenants même d'ailleurs pour un parti politique. Et on se serait attendu à ce que le leader de ce parti puisse, lui qui a défendu des causes pendant de nombreuses années, on se serait attendu qu'il prenne effet et cause pour ce cas. Mais on a été surpris au cours d'une de ses sorties récemment qui disent qu'il ne connaissait pas l'affaire et qu'il faisait totalement confiance à, je répète, ses lieutenants. Oui. Ça a été pour moi un crève-cœur. Je trouve des mots pour être poli, mais c'est un menteur. C'est un menteur parce que sur Facebook, lorsque vous écrivez, vous taguez quelqu'un, il va le lire. Il va le lire. Quand vous taguez quelqu'un, il va le lire. De deux, il a été suffisamment tagué. Et puis, son chef de service de communication de quoi a écrit à Mirabel.
ces députés ont écrit à Mirabel. Donc ils savent. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Donc, quand ils écrivent, ils effacent. De deux, lorsque nous sommes passés à Radio Equinox, M. Foupoussi avait pris la peine de les appeler. Donc ils savent. On a appelé Anne Fégonde, ils savent. Donc quand je l'ai rencontré la première fois, sa grande douleur était que le président de ce parti ne l'ait pas appelé, même en off pour lui dire, comme on dit vulgairement, Asia, vraiment on va essayer. Personne. Et ce parti a des grandes dames, comme elle est de Douala 5, et c'est le PCN qui est député à Douala 5. Et ce serait attendu que les dames qui sont des mamans puissent au minimum compatir, même pas hypocrisie. Ça se fait, on peut dire à quelqu'un Asia alors qu'on ne le pense pas. Mais il n'y a eu aucune compassion. Et donc il y a eu cette vidéo du président de ce parti où il dit qu'il ne le connaît pas. Et il dit que le gars qui, Poutine, ne ment jamais. Nous, on a des screenshots de mensonges éhontés très graves. Il a dit qu'il lui fait confiance. Et c'est pour ça qu'il faut ça en justice, parce que ça devient un jeu. C'est-à-dire qu'on brise la vie de quelqu'un et on en rigole au plus haut. Quand c'est un député qui fait ça, ben, imaginez, comprenez que c'est assez grotesque à mon sens. Et puis, ce monsieur vole très bas. J'aimerais relancer le professeur Gadifna sur ce sujet. Je ne sais pas si on parle de sociologie de la politique ou de politique de la sociologie. Dans le cas précis, on a des personnes très engagées en politique qui sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux à créer des tensions, à inciter, à pousser les gens à réagir de façon démesurée. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, que les leaders de ces partis politiques puissent frapper du poing sur la table et donc essayer de recadrer ceux qu'ils considèrent comme le lieutenant de la communication? Là, vous posez la question à quelqu'un qui est titulaire d'un doctorat en sociologie politique. Ceux-là que vous avez cités, nous les désignons en sciences politiques et en sociologie politique. On ne les appelle pas politiciens, mais on les appelle politicards. Donc, en principe, ils ne méritent pas les attributs. Et naturellement, le fait d'être député, moi je peux replonger, et je le dis avec l'autorité des études sur la question, est-ce qu'il y a des enquêtes de moralité quand nous voyons certains députés de la République se comporter? Alors il suffit d'un zeste de populisme pour se retrouver là-dedans. Mais on n'a pas vu des études de moralité approfondies pour des personnes qui fédèrent, qui représentent des portions importantes de la nation. Ça pose quand même un peu problème. Or, les députés devraient être, comme on le dit en anglais, des spécimens, des échantillons. Or, de ce point de vue, et pour le cas que je connais, cela ne mérite pas les attributs de politiciens. Ce sont des carriéristes politiques, ce sont des opportunistes politiques, ce sont des politicards simplement, qui ne méritent pas de représenter une nation. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'un d'entre eux, ces personnes dont nous parlons, soit frappé pour que cela serve d'exemple aux autres? Est-ce qu'il ne faut pas que la justice se saisisse de ce cas précis, du cas Mirabel, pour empêcher... Et là, vous posez donc une question importante. Quand je disais tout à l'heure que du point de vue anthropologique, psychologique et sociologique, la victime doit considérer que tout ce qui arrive relève d'un train qui arrive à l'heure. Il faut banaliser, ne fût-ce que pour sa conscience. Mais il reste quand même que nous sommes dans un état de droit. Il y a ce qu'on appelle quand même ministère public. Elle n'aurait pas dû. Elle n'a pas de temps à se perdre. Elle a plutôt le temps à se remettre psychologiquement. Je crois que le ministère public devrait quand même reprendre parce qu'il va de l'image. Même la représentation nationale, de savoir qu'il y a des politicards qui essaient de souiller cette image, la représentation devrait travailler à extirper ces mauvaises graines qui jettent du discrédit sur notre Assemblée nationale et questionner et même peut-être conscientiser même ceux qui arrivent à accorder leur voix à de tels aventuriers politiques, à de tels transhumants politiques, à de tels truands politiques. Merci, professeur. Professeur Gadifna qui allie un peu fort avec les mots. C'est ça qu'il est effectivement question parce que les députés doivent être des pédagogues, des éducateurs, des didacticiens. C'est eux, par eux que nous devons lire un certain nombre de choses. Mais quand on arrive à de tels commentaires, à de tels de propos mensongers, ainsi de suite et autres, je crois que ça ne valorise pas le corps. Or, être député, je crois que c'est une valeur suprême d'arriver à dire que vous êtes élu de la nation. C'est quelque chose qu'on devait protéger, c'est quelque chose qu'on devait magnifier, c'est quelque chose qu'on devait glorifier. Et on doit donc travailler à protéger cette image-là, mais pas verser si bas dans des histoires de sexe, dans des déclarations
mensonge. Non, je crois que ça ne valorise pas le corps. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de députés valeureux et j'en connais. Il suffit juste d'extirper ces brebis galeuses-là. D'accord. Nous avons également sur ce plateau une avocate au barreau du Cameroun, avocate à la Cour pénale internationale qui a bien voulu faire partir de ce panel riche parce qu'il est question ici également de faire justice ou de rendre justice à cette jeune dame dont la dignité a été bafouée. Nous recevons également ce soir Maître Clémence Mafetgo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kate, bonsoir tous les panélistes, bonsoir tous les téléspectateurs. Ravi d'être avec vous ce soir. Le plaisir est le nôtre. Vous avez écouté depuis le début de cette émission le témoignage de Mirabel, celui de son frère, la prise de position du professeur et celle de Gérard. L'avocate que vous êtes, comment est-ce que vous interpellez ou vous interprétez cette affaire? Oui, j'avoue qu'il y a une nouvelle forme de criminalité, celle commise sur la toile et qui est sanctionnée par les textes nationaux et les textes supranationaux. Nous avons la loi de 2010, en son article 74, alinéa 2, qui sanctionne la publication des scènes obscènes. Parce que la vie privée, la vie intime est protégée. Nous avons également la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre l'intimité. Lorsque cette intimité est protégée, il y a problème. Nous avons également les textes de droit africain qui protègent également cette intimité. Mais à entendre parler du cas de Mirabel, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Parce que si effectivement, la personne que nous voyons dans les réseaux sociaux, s'il ne s'agit pas d'elle, ça veut dire que le texte relatif à la publication des textes obscènes ne lui sera pas applicable. D'accord. Elle pourra se plaindre et elle verra ça avec ses avocats de la diffamation parce qu'il ne s'agit pas de sa nudité qui a été dévoilée. Elle dit très bien qu'il s'agit d'une autre personne. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi, comme le disait tantôt le sociologue, pourquoi elle se sent vraiment brisée. Je pense qu'elle se sent brisée parce qu'à la suite de la publication, il y a des personnes avec lesquelles elle a eu auparavant une relation, qui font des commentaires allant à la diffamation de sa personne. Et c'est pour ça qu'elle est embêtée. Effectivement. Et ce sera facile pour les autorités en charge de ce dossier de savoir l'auteur intellectuel de cette infraction. Parce qu'il suffit de lire, comme Gérald l'a dit tantôt, les commentaires faits à la suite des différentes publications pour comprendre effectivement quel internaute donne l'orientation de la diffamation ou de la similitude de l'image de cette dame qui est dans la vidéo, qui fait un rapprochement entre cette victime dans la vidéo et Mirabel. Ce sera facile pour les enquêteurs de dénicher la personne. D'accord. Et elle a évoqué tantôt le cas d'une de ses anciennes relations. Je pense qu'elle-même, elle offrira une piste facile aux enquêteurs parce qu'elle indique qu'elle a eu une relation avec une personne qui appartient à ce groupe. Donc, il me semble que les enquêteurs auront la tâche facile en ce qui concerne son cas. Mais déjà, je suis très contente de constater que ce n'est pas elle qui est dans cette vidéo. Peut-être que cette autre fille, je ne sais pas si on l'a tuée, parce que dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'ils font? Heureusement que le jour où elle a été droguée, elle n'a pas été éliminée, parce que ce qu'ils font, c'est que, par peur de représailles, après leur sale besogne, ils éliminent la victime pour faire taire l'affaire. Donc, il faudrait être sous haute protection et faire corps avec les conseils que le sociologue vous a indiqués tantôt relativement à votre état de tranquillité. Je pense qu'avec ça, vous pourriez vous refaire facilement une vie. Vous allez rétablir votre image et vous avez utilisé certainement avec l'intervention de Gérard le moyen le plus sûr.
ce qu'on appelle le droit de réponse. Parce que si on a terni votre image sur les réseaux sociaux, vous pourriez également utiliser le même canal pour faire valoriser, pour faire rétablir le déséquilibre dans lequel vous vous êtes retrouvé. Est-ce qu'on pourrait inciter les personnes qui ont fait cette diffamation, posé cet acte de diffamation, est-ce qu'on peut les pousser à faire des publications pour essayer de rétablir la vérité? Est-ce qu'on peut les y obliger sur le plan de la loi? Justement, par règle de parallélisme des formes, s'ils ont fait une publication dans les réseaux sociaux, le juge peut les obliger à faire une publication contraire. Nous avons un cas brûlant sous la main. C'est ce qu'ils ont fait. On les a demandé de faire une publication contraire. Nous avons un cas brûlant là, dans lequel ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Tôt ou tard, toujours est-il que par le même canal, ils ont fait la désinformation. D'accord. Donc, le juge peut bien les obliger, il peut les contraindre, comme ils peuvent le faire spontanément pour qu'au moment où le juge aura à statuer sur leur sort, qu'ils tiennent compte de ce repenti actif, qu'ils n'effacent pas l'infraction, que le juge tienne compte de ce repenti actif pour leur accorder une circonstance atténuante. Et dans le cadre d'une diffamation, que risquent ces personnes? Ces personnes risquent une peine allant jusqu'à 6 mois. Et c'est l'article 305 du Code pénal qui sanctionne la diffamation. Et il n'y a que la victime elle-même qui peut engager cette action. Il s'agit d'une action personnelle. Donc, il y a déjà, l'infraction peut être sanctionnée par une privation de liberté, les peines d'amende et les dommages et intérêts. Parce qu'effectivement, suite à cette diffamation, elle a subi un préjudice. Tel que cela a été indiqué tantôt, elle peut à la suite de cela demander les dommages et intérêts. Et le juge peut également imposer à ces personnes de faire une désinformation par le même canal de la commission de l'infraction. Ok, Christelle Mirabel, nous revenons à vous. Vous avez écouté les spécialistes sur le plateau. Vous attendez aujourd'hui à quoi exactement concernant votre cas et celui des personnes qui se sont acharnées contre vous? Je m'attends à ce que la justice doit être faite. Comme mon frère a dit tantôt, nous avons foi à la justice camerounaise. Déjà, l'affaire est déjà en justice, que la justice fasse son travail. D'accord. Au-delà de la justice, est-ce que vous verrez ça d'un très bon œil, que ces personnes viennent vers vous déjà pour vous demander pardon dans un premier temps, parce que jusqu'ici cela n'a pas été fait. Au contraire, on vous a assimilé à un masque sur les réseaux sociaux. On s'est moqué de vous, on s'est moqué de votre peine. Est-ce que le fait que ces personnes fassent un pas en votre direction pourrait contribuer à vous apaiser, à vous calmer? Je pense que c'est très pertinent ce que vous êtes en train de demander, mais ils ont fait... Clotin Guedjo a fait semblant de me demander des excuses. Comment ça semblant? Il m'a demandé les excuses. En fait, il m'a envoyé un SMS, un message qui tenait à s'excuser, mais il a toujours recommencé, puisque ces gens-là ont des faux comptes. Ils ont multiplié des faux comptes Facebook. Et je ne parle pas pour parler, j'ai des preuves, surtout en ce qui concerne le Julien Bapès. Lui, il est multiplicateur de faux comptes, c'est-à-dire il publie, il fait des publications et lui-même, il vient commenter avec ses faux comptes. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, après avoir écouté les spécialistes, vous comprenez bien que vous devez reprendre votre vie en main. Vous devez continuer de vous battre comme la femme battante que vous êtes. D'ailleurs, je précise que pour être présente sur ce plateau, le boulot que vous faites en ce moment, vous avez dû demander à être muté dans des heures de la matinée pour pouvoir être avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous aurez la force de continuer votre travail, de continuer de vaquer à vos occupations, de rentrer tard le soir comme vous êtes appelé à le faire dans le cadre de votre emploi? Pour le moment, je ne saurais vous répondre. Le temps nous dira. Le temps nous dira, mais je reste quand même forte et j'ai toujours été battante. Et il faut souligner ici que s'il faut retracer mon parcours, déjà, mon papa est décédé il y a de cela 6 ans. Et il ne s'était jamais occupé de moi. Mon frère aîné de regretter mémoire et ma soeur m'ont payé l'école de la CIL jusqu'en 3e.
Et j'ai commencé à financer mes études de la seconde jusqu'à l'université, puisque j'ai fait les cours du soir. Je faisais les cours du soir et en journée, je me battais d'arrache-pied. D'ailleurs, même le professeur Gabdina, ici présent, est l'un de mes enseignants de sociologie. Belle coïncidence. Oui, mais il ne pourra certainement pas me reconnaître puisque nous étions au niveau 1 déjà, nous sommes très nombreux. Vous étiez où? Il était votre enseignant où? Dans quelle université? L'université de Douala. D'accord. Plus précisément à PK17. Donc c'est l'un de mes enseignants, il ne pourra certainement pas me reconnaître parce que nous étions déjà au niveau 1. Surtout que vous êtes masqué. D'accord, de vous voir sourire, ça nous donne un peu d'espoir, Mirabel. Oui, je ne vous ai pas vu sourire depuis que je suis avec vous dans le cadre de ce reportage. Je suis surprise. Je suis une guerrière et une guerrière n'a pas peur d'un lion. Je ne suis pas ici, je ne suis pas le genre, vous allez pardonner l'expression, je ne suis pas le genre de fille qui croise les bras ou alors, comme on dit au quartier, qui vend le piment. J'étais en train de retracer mon parcours tout à l'heure en disant que j'ai financé mes études de la seconde jusqu'à l'université de Douala. Quand je suis allée à l'INJS avec la venue de la pandémie, j'ai abandonné l'université de Douala. Je voulais faire une formation professionnelle. Et mon grand frère ici présent, c'est vrai que lui aussi, il a eu il a des charges, il a des enfants. Et je suis déjà une grande fille, c'est pas facile. Mais il m'a beaucoup épaulé durant ma formation professionnelle à l'INJS. Et il faut rappeler qu'à l'INJS, on faisait cours de 20h à 16h. J'ai même eu à travailler au stade Olembe. Je vivais au camp Sonel au Yomabank, je partais à Olembe. Ce qui fait que je dépensais au moins 1500 par jour. Donc je dépensais plus de la moitié de ce que je pouvais gagner par jour, sans compter ce que je pouvais manger. Et une fois même, je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé que mon patron n'était pas là, puisque c'est Magri qui a gagné le marché, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de sous-traitances, comme au cas par cas, 3N et autres. Je suis arrivée une fois, j'ai trouvé que mon patron n'était pas là, que de perdre ma journée et le transport. Je suis allée demander du travail à une autre structure, toujours à l'intérieur du stade. J'ai dû tourner le mortier, le gravier, tout ça, porter des papins. Donc c'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on est dans une famille pauvre que on se doit de rester tranquille. Je connais des gens qui disent souvent, moi je ne peux pas travailler pour quelqu'un, je préfère rester à la maison. Non, tu peux travailler pour quelqu'un, tu fais tes économies et tu ouvres ta propre entreprise. Si un Camerounais sur 100 pense à épargner 5 000 chaque mois, je pense qu'une année à 12 mois, il va se retrouver en une année avec, par exemple, 60 000 francs. Avec 60 000 francs, il peut ouvrir un fonds de commerce, il peut faire un call box. Et se mettre à son propre compte. Voilà, il peut subvenir à ses besoins. J'ai même fait des trucs comme des travaux un peu... Merci Mirabel. Nous sommes vraiment désolés, hein, Mirabel, vous êtes dans un élan dans lequel vous essayez de conscientiser la jeunesse. C'est un très très beau rôle, il faut le dire. Une jeune femme qui n'a pas peur de se salir les mains, les pieds également, qui n'a pas besoin d'artifice pour se sentir exister parce qu'elle a décidé de donner elle-même le rythme qu'elle veut à sa vie. C'est donc, on va dire, un exemple que beaucoup de jeunes devraient suivre aujourd'hui. Et regard social de cette... édition poursuit son ascension chez vous, mesdames et messieurs, après le fait de société sur la cybercriminalité, de violer le cas Christelle Mirabel. Nous revenons au cas social de cette édition. C'est l'histoire d'une dame qui est une dame veuve, hein, il faut le préciser, et qui paye le lourd tribut de la maladie. Il s'agit donc d'une maladie pour le moins étrange, maladie que les gens ont soit assimilée à de la sorcellerie, soit assimilée à une grossesse. Nous parlons ce soir, dans le cadre de ce cas social, de l'histoire de Marie-Madeleine. Et pour vous la conter, la grande équipe de Regard Social s'est rendue à son domicile. Ne vous fiez pas à son ventre ballonné. Marie-Madeleine n'est pas enceinte. Elle arpente les rues de son quartier, seule au monde et portant sur ses... À l'hôpital, on avait dit que j'avais une infection du foie. Et j'avais aussi un kyste ovarien. Et aussi j'avais le
le rhumatisme général. Donc tout mon corps, j'avais le rhumatisme dans tout mon corps. C'est ça qu'on m'avait dit à l'hôpital. Je ne suis pas allée au village parce que non seulement l'année que j'ai perdu mon père, c'est la même année que j'ai perdu mon mari. Donc au village, je n'ai plus personne. Mes deux sœurs qui sont là-bas, ils ont la charge qu'ils accouchent les enfants avec des hommes différents. Ma petite sœur a 5 enfants avec 3 pères. Ma grande sœur a aussi 6 enfants avec 2 pères. Donc ils se battent comme ça là. Ils ne sont pas dans les maisons des hommes. Donc ils se battent comme ça. Notre maman aussi est déjà aveugle. Donc je ne vois personne qui pouvait prendre même ce genre de charge là-bas dans ma famille. Tout le monde est démuni. La plupart de mes frères même sont déjà décédés. Ceux qui pouvaient même faire un bras droit pour ce genre de problème-ci, tous sont déjà décédés. Vivant dans une extrême pauvreté, Marie-Madeleine n'a jamais pu se prendre en charge. Sa seule source de revenus est le commerce du charbon. Ayant perdu quasiment tout espoir, la parole divine est devenue sa seule planche de salut. À longueur de journée, Marie-Madeleine médite les psaumes. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Je lis ce verset parce que c'est ça qui me réconforte beaucoup. Ça me donne le réconfort, quoi. Ça me réconforte beaucoup. Quand je lis ça, je suis tranquille dans mon cœur. Au fil des mois, Marie-Madeleine fond comme une bougie au soleil. Son ventre ne cesse de prendre de l'ampleur. On m'a demandé de faire une échographie. J'ai fait l'échographie, on m'a envoyé à la Quintinie. Et arrivé à la Quintinie, on m'a demandé de refaire encore une autre échographie parce que l'autre là, ils ont dit qu'ils ne sont pas sûrs de ce que l'autre là, les réponses de l'autre. Donc il fallait que je refasse encore une autre échographie de 25 000 à la Quintinie. Ce que je ne pouvais pas avoir, je suis rentrée comme ça, je ne pouvais rien. C'est après que je me suis battue encore, avec un peu de force que j'avais, je me suis battue. Je suis partie dans une clinique là-bas à quoi faire un bilan général. Donc c'est à travers ce bilan général qu'on m'avait dit que j'avais l'infection du foie et le kyste ovarien et le rhumatisme dans tout le corps. Je suis déjà mal formée, avec le ventre ballonné. Les gens, il y a même d'autres gens qui disent que peut-être je suis enceinte. Ceux qui ne connaissent pas que je suis malade, ils me demandent que oh, tu es maman, tu es comme ça, tu es enceinte alors que ton mari est déjà décédé. Je leur dis seulement que oh, vous ne voyez pas que ce n'est pas la grossesse, ça là, c'est une maladie. Donc de suivre l'histoire de Marie-Madeleine, une histoire pathétique. Il s'agit d'une femme esseulée,
malade, abandonnée à elle-même, qui donc use du canal de regard social pour demander et voire même implorer votre aide. Elle a donc le ventre qui prend des dimensions vraiment inquiétantes. Cela pourrait être assimilé à de la grossesse, de la maladie. Toujours est-il que les pleurs de Marie-Madeleine résonnent sur ce plateau, sur le plateau de regard social, et on parle de ce cas qui attire la compassion avec un spécialiste des affaires de la santé. Il s'agit de vous, docteur Emapi. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Kate, bonsoir à tout le monde. Vous êtes donc un habitué du plateau de regard social. Nous avons là ce soir le cas d'une dame qui est amaigrie, qui est plutôt mal en point. De votre œil de spécialiste, comment pourrez-vous, on va le dire, analyser son état de santé de prime abord? De prime abord, je pense qu'on va faire comme tout le monde. Une femme en activité génitale qui vous dit je n'ai pas de règles et qui a un ventre qui gonfle, la première des choses à laquelle on va penser c'est qu'elle est enceinte. Ça c'est trivial. Maintenant il faut rentrer en profondeur et rechercher quelles sont les autres causes de gros ventre et ne pas se laisser entraîner comme tout le monde et dire non c'est une grossesse. Non, là on recherche quelles sont les autres causes qui peuvent entraîner une augmentation du volume de son abdomen. Voilà la démarche qu'il y a à faire déjà. D'accord. Et là, donc, vous parlez comme un spécialiste. C'est clair que tout à l'heure, dans ce reportage, dans ce récit de Cédric Ding, on entend très bien les allusions auxquelles que font les habitants du quartier. Elle est certainement enceinte. Et puis, on se demande, mais comment elle a pu tomber enceinte, surtout quand on sait que c'est une veuve? Alors, ça veut tout simplement dire que soit elle a trompé son mari de regretter mémoire, soit il s'agit bel et bien d'une maladie. Et vous avez dit, docteur Emapi, la cause de la maladie va être recherchée par l'œil de professionnels. Et avant qu'on ne rentre, on se met là en situation. Hein. Vous avez un cas comme cela, vous parlez en tant que spécialiste habitué à ce genre de cas. Vous pencherez vers quoi? Une tumeur? Déjà, il faut faire confiance à la dame qui vous dit, depuis que mon mari est décédé, me voilà, je suis blanc comme neige. C'est clair. Et maintenant, on reste véritablement médecin et puis on recherche quelles sont les autres causes. Cela peut être de l'eau dans le ventre, ce qu'on appelle une ascite. Cela peut effectivement être une tumeur abdominale qui provient de plusieurs organes. La première des choses à laquelle on va passer chez une femme, c'est ce qu'on appelle des fibromes ou encore myome. Autre chose à laquelle on peut penser, c'est un volume de kyste ovarien. Non, on peut quitter la sphère génitale et se poser la question de savoir s'il ne s'agissait pas d'une tumeur digestive qui peut venir soit du foie, qui peut venir des mésentères, qui peut venir de l'intestin. Donc il y a beaucoup de tumeurs comme ça qui peuvent évoluer dans le ventre, qui vont demander qu'il faille faire une exploration beaucoup plus approfondie et dire cela est telle chose, c'est développé au dépend de tel organe. Et c'est justement à cela que va servir l'étape de la consultation. Il ne suffit pas d'être malade. Pour avoir le bon diagnostic, il faut se faire consulter. Et ça, c'est une étape par laquelle le cas social Marie-Madeleine est passée. Elle est donc allée à la rencontre des médecins. Après son passage sur le plateau, il était question de découvrir de quoi exactement elle souffrait pour se rassurer de lui appliquer le traitement adéquat et aboutir ainsi à sa guérison totale. Je vous propose donc une fois de plus dans ce récit de Cédric Ding et de Danny Warens II de suivre les traces de Marie-Madeleine dans son lieu de consultation. Vous l'avez donc compris, il s'agissait bien du récit de Martin Abanda et de Danny Warens II, non pas de Cédric Ding, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est donc revenu sur le cas Marie-Madeleine et je vous rassure, hein, le docteur Emapi n'a pas de don d'ubiquité. Il ne peut pas être à deux endroits au même moment, non. L'équipe de regard social a donc fait une incursion dans votre univers, docteur Emapi. Vous avez reçu Marie-Madeleine en consultation et il faut dire qu'à cette étape de son processus de traitement, on ne suppute plus. Oui, on ne suppute plus à la base des examens qui avaient été faits.
on s'orientait très certainement vers une tumeur maligne de l'ovaire. On avait beaucoup d'éléments positifs ou négatifs qui plaidaient beaucoup plus en ce diagnostic. Mais le plus important pour nous, à ce moment-là, c'était de la libérer parce qu'elle souffrait, elle avait des difficultés à respirer. Donc, il fallait qu'elle reprenne un cours de vie normal. Ça, c'était la chose la plus importante qu'il y avait à faire en ce moment. Ceci d'autant plus que on ne devait pas s'arrêter là. Il y a un autre examen qu'on devait faire après le traitement que nous avions envisagé, reprendre toutes les pièces opératoires et renvoyer chez un médecin spécialiste pour qu'il nous dise avec plus ou moins de certitude qu'est-ce qu'il y avait dans... Est-ce que c'était réel ce que nous évoquions avant l'intervention? Est-ce que c'était réel? Donc, c'est un examen anatomopathologique qu'il avait fait. Il faut préciser qu'il y a une étude cytologique, c'est-à-dire qu'on avait prélevé une certaine quantité de liquide qu'on retrouvait dans les cavités kystiques et qu'on avait examiné, qui n'avait pas été contributif. C'est aussi un peu ça la magie de la médecine. Faire divaguer un tout petit peu, on est bien ici, on n'est pas bien là-bas, là, et puis on pousse toujours jusqu'à ce qu'on ait le bon diagnostic. Effectivement. Et si on planche pour le cas de la tumeur maligne, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une opération juste pour libérer momentanément le sujet? Parce que quand on parle de tumeur maligne, d'abord, elle est suffisamment maligne, la tumeur. Et si nos connaissances en matière de médecine sont bien fondées, elle court le risque de revenir. Il peut y avoir un retour de la tumeur. Non, on ne peut pas dire que l'intervention aurait consisté simplement à la soulager. Non, c'est vrai. On aurait enlevé la maladie, c'est-à-dire la base de la maladie, mais il y aurait une suite de traitements. C'est ce que nous avions dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Il y a ce qu'on appelle la chimiothérapie, il y a aussi la radiothérapie, qui permettent aujourd'hui à guérir véritablement les malades dans une forte proportion. Donc, c'est plus comme avant où on disait que lorsque vous aviez le cancer, que c'était fini pour vous. Non, on ne partions pas sur cette idée-là. On se disait que s'il y a des efforts suffisants qui sont faits, je pense que Marie-Madeleine devait éradiquer des cellules cancéreuses que nous suspections. Alors, ça, nous l'avons dit ici, c'est dans cette logique-là que nous avons été. On était très, très positifs pour elle en se disant que non, c'est clair, qu'elle va recouvrer sa santé. D'accord. Et il faut dire que pendant que le cas Marie-Madeleine était dans les locaux du docteur Emapi, votre générosité à vous, grande famille de regard social, ne s'est pas arrêtée. Vous avez continué de contribuer pour elle et cela lui a permis de passer la pléthore d'examens qui lui avaient donc été notamment prescrites, des examens qui ont permis au docteur Emapi et à son équipe de pouvoir poser un diagnostic clair et donc de décider du traitement qu'il fallait appliquer sur le sujet Marie-Madeleine. Et une fois que cela a été fait, le docteur Emapi et son équipe s'est donc chargé de ce qu'on va appeler de façon assez prosaïque une opération. Ils ont reçu le cas Marie-Madeleine et ils l'ont donc libéré de toute cette charge que Marie-Madeleine portait dans son ventre. Une fois de plus, nous vous proposons de vivre cette expérience filmée par Danny Warens II et contée par Cédric Nding. Suite aux premières observations et analyses faites sur Marie-Madeleine, la procédure opératoire est mise sur pied. Le rendez-vous est pris avec le docteur Emapi pour l'opération proprement dite. 15 avril 2021, nous retrouvons Marie-Madeleine au bloc opératoire. Si elle a l'air un peu anxieuse, autour d'elle, l'atmosphère est plutôt détendue. Première étape, l'anesthésie. Celle-ci sera locale. En d'autres termes, Marie-Madeleine restera éveillée tout le long de l'opération. Seule la partie de son corps ciblée par l'anesthésie ne ressentira pas la douleur. Faut quand même qu'on t'habille en beau, en neuf. Il serait très beau quand même.
quelque chose. Patientez. Comme ça. Oui, plus que plus. De l'anesthésie. Oui, bien. Et le montant. Oui, Donc, patientez. Il n'y a pas de Étape suivante, passage en revue du matériel qui sera utilisé durant l'opération. Bengo Léa. Bengo. Avant de démarrer, le docteur Emapi et son équipe font une prière afin de confier au divin la suite des opérations. Seigneur, nous sommes ici, c'est pour ta fille Marie-Madeleine, dont tu connais toutes les souffrances, tu connais toutes les péripéties, tu connais tous les chemins par lesquels elle est passée. Nous sommes à présent à une étape de sa maladie, Seigneur. Comme dès le début, elle t'a prié, une fois de plus, nous te prions afin que tu sois ici, que tu contrôles toutes choses, que tu orientes les chirurgiens, que tu orientes les anesthésistes, que tu orientes les penseurs et toutes les personnes qui auront à cœur de la prendre en charge, Seigneur. C'est toi qui viendras l'opérer, c'est toi qui viendras la guérir, Seigneur, car ce n'est que sur toi qu'elle compte. Seigneur, sois avec nous. Amen. Amen. Test. Oui, on va tester. On va tester. Vous voulez que je teste encore? On ne demande pas l'argent. On ne demande pas l'argent. On va dire que quand on teste, on paye 50 000. Tu dois déjà 500 francs. Elle va me voir. 9h15, l'opération débute. Et c'est parti pour 2 heures dans le bloc opératoire. Première étape, localiser la position de la protubérance. Le docteur Emapi et son équipe n'ont pas le droit à l'erreur. L'heure est à la concentration. Moi, je vais voir la direct. Ok, allez-y. Après la localisation de l'excroissance, il faudra pomper le liquide tumoral qui se trouve à l'intérieur afin de rendre plus simple l'extraction de la masse.
Au total, ce sont plus de 8 kilos de masse de chair qui seront extirpés du corps de Marie-Madeleine. Pendant ce temps, le reste de l'équipe garde un œil sur les paramètres de cette dernière. L'opération ne s'arrêtera pas là. En plus de la masse de chair qui obstruait son abdomen, des fibromes ont également poussé sur son utérus et ses ovaires. Durant l'opération, le docteur Imapi et son équipe font une découverte. Une partie de l'intestin de Marie-Madeleine pourrait avoir été touchée par les métastases des fibromes. Ils ne prendront pas de risque. Une omentectomie s'impose. En d'autres termes, retirer une partie de la membrane nourricière de l'intestin en vue de procéder à des analyses. Deux heures plus tard, l'opération touche à sa fin. Si tu vois quelqu'un qui est mince, avant de le provoquer, demande-lui ses maladies ou ses naissances. On n'a pas compris, demande que c'est plus chic que ça. Parce que ça, vous ramassez la peine, ça dit. Moi. Il a tout fait pour moi, il m'a dit aujourd'hui là. D'abord, c'est la seule personne qui était sûre d'être ici. Occasion pour le docteur Imapi de passer en revue les étapes. Il y avait une très grosse masse qui prenait tout l'abdomen, franchement tout l'abdomen, mais il y avait également des fibromes au niveau de l'utérus. L'intervention a consisté successivement à enlever le liquide qu'il y avait dans la coque de l'ovaire, environ 6 à 7 litres, pour pouvoir retirer la masse, parce que sans enlever cette eau-là, sans aspirer cette eau qui était de couleur hématique, c'est-à-dire que c'était plein de sang, on n'aurait pas pu enlever la masse. Maintenant, nous avons enlevé la masse dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous avons enlevé l'utérus et les annexes de l'autre côté, avec les fibromes que cela comportait. Mais également aussi, nous avons fait un autre acte qu'on appelle une omentectomie, c'est-à-dire reséquer une partie de l'épiplome. L'épiplome, c'est l'organe nourricier des intestins. On ne l'a pas fait au hasard, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait le faire, simplement parce que ça avait quelques éléments qui étaient suspects. Il fallait donc enlever afin de pouvoir envoyer en anatomie pathologie et voir jusqu'où se situe la maladie. Aujourd'hui, son ventre a considérablement diminué de volume. C'est déjà quelque chose de très important. Elle peut maintenant se mouvoir après les suites opératoires. Elle pourra marcher, elle pourra faire tout. Mais il faut se dire que, comme nous l'avons dit, c'était une première phase. Il y aura très probablement une deuxième phase afin qu'elle recouvre totalement sa santé. Nous retrouvons Marie-Madeleine dans la chambre de réveil. Et à première vue, le résultat est là. Elle est épuisée, mais soulagée. La société est en train de merci d'abord pour un début de traitement qu'on m'a déjà fait. Je suis déjà soulagée, très soulagée. Merci beaucoup, au fond de mon cœur, un grand merci. Sa sœur venue la soutenir ne tarit pas de remerciements. Je remercie, les mots me manquent, je remercie beaucoup les gens de Brigade Sociale pour ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait à ma soeur. Je les remercie. Que Dieu bénisse tous ces gens. Que Dieu leur rende grâce de tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous-même, vous êtes en train de faire pour elle. Je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous quittons Marie-Madeleine comme nous l'avons rencontrée. Les yeux rivés vers le ciel, mais cette fois remplie. Donc une Marie-Madeleine pleine d'espoir que nous le sommes dans les locaux du docteur Imapi, un espoir qu'elle a pu
il faut le préciser, reavoir grâce à vos différentes contributions, à votre générosité. La générosité, donc la sollicitude et la compassion étant les seules variables qui témoignent de l'amour entre êtres humains. Vous faites donc preuve sur ce plateau d'amour régulièrement. Et pour cela, nous vous disons merci à la fois pour tous les cas sociaux qui se succèdent sur ces plateaux que pour les cas sociaux à venir. Et donc, pour revenir au cas Marie-Madeleine, elle est rentrée dans les locaux de la clinique du docteur Emapi avec ce ventre qui était une charge énorme pour elle, le moral à plat dans les chaussettes, comme on dit communément. Et quelques temps plus tard, après que des bistouris et des mains expertes lui soient passées dessus, c'est donc une Marie-Madeleine avec le sourire, affaiblie, mais avec le sourire. Et donc, docteur Emapi, moi, j'ai beaucoup apprécié cette petite prière du début de l'intervention. Une très, très belle ambiance. On ne se serait pas attendu à ça. Pendant que vous ouvrez les corps, vous êtes heureux, vous chantez les louanges. C'est merveilleux. Oui, ben, il faut tout confier au Seigneur. Hein. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour venir en aide à ces créatures. Donc, je pense qu'il faut toujours lui confier toutes choses qu'on va faire dans la journée. Ça c'est très important. Nous, on le dit, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui nous oriente. Maintenant, sur l'ambiance, malgré les difficultés qu'il y a, il faut créer quand même une certaine ambiance pour pouvoir favoriser une bonne, pouvoir mieux travailler. C'est vrai qu'il y a des moments pour tout chirurgien, il y a des moments délicats. L'instant où il va ouvrir le ventre, il y a quand même une petite montée d'adrénaline qui fait qu'on est assez concentré. Même si on n'est pas trop crispé, on fait le maximum pour ne pas trop crispé, parce qu'étant crispé, on peut faire des erreurs. On est relax, mais on est concentré, il y a une petite montée d'adrénaline. Mais après, lorsqu'on a trouvé son chemin, on redevient concentré, on redevient relax, on blague, on se taquine, on reste concentré sur ce qu'on fait, mais sans franchement être crispé. Parfois, on a des musiques. Ça peut être la musique religieuse, ça peut être la musique de tout bord. Quelqu'un peut commander, on a toujours des appareils de musique dans le bloc opératoire qui permettent de mieux avancer l'intervention et ne pas ressentir la charge. L'intervention a duré entre 2 heures, 3 heures, mais il y a des interventions qui durent 8 heures de temps. Si on ne crée pas cette ambiance, je pense que ça va être très difficile. Alors, pendant que vous étiez en train, chers téléspectateurs, de certainement vous délecter de ce reportage dans lequel on voyait le professionnalisme de l'équipe du docteur Emapi. Moi, j'ai vu une Marie-Madeleine totalement à l'aise, mais je peux vous garantir que sur ce plateau, le professeur Gadifna, par contre, quand on a commencé à procéder à l'opération, il n'a pas regardé. il a détourné, il a détourné le regard. Alors, docteur, à cette étape, professeur, pardon, à cette étape de la rencontre de Marie-Madeleine avec son médecin, on a un mot qui est quand même sur lequel notre reporter Cédric Nding est sorti. Il a parlé d'espoir. L'espoir. On a tendance à dire que l'espoir fait vivre, mais dans le cas de Marie-Madeleine, quand on avait perdu tout espoir, on était convaincu qu'on retournerait certainement au village, où il y avait même d'ailleurs personne avec qui on aurait pu vivre, et qu'on se retrouve en train de bénéficier des largesses d'un public qui compatit, du professionnalisme d'un médecin qui maîtrise ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on se sent? Je crois que la symphonie artistique nous apprend que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Je crois qu'elle est rentrée dans ce jeu musical. Mais je crois que de ce que nous avons vu, il faut avouer, comme vous l'avez dit, il faut avoir prêté le serment d'Hippocrate pour soutenir certaines images. La sensibilité aidant. Mais je crois que ça peut se résumer en fait en 2 mots. La force de l'expérience, peut-être pas l'expérience politique, mais la force de l'expérience médicale, pour dire que ce n'est pas de la compétence. Nous avons des médecins formés à la bonne école qui ont le quotient intellectuel qu'il faut pour éviter des coûts ou des charges que nous voyons souvent pour des évacuations médicales. Donc ce n'est pas la matière grise, ce n'est pas l'expertise qui manque, et je crois que le médecin qui est sur ce plateau est la preuve palpable, j'allais dire la preuve patente et évidente, c'est que nous avons des médecins à qui nous pouvons faire confiance. La deuxième, c'est la force, peut-être pas la force de l'expérience politique, mais la force de la chaîne de solidarité, de générosité, de mansuétude, qui caractérise toujours pour dire que nous pouvons être faibles, mais en mettant la main à la pâte, on peut arriver à sauver la vie. Donc, force de la chaîne de solidarité, force de l'expérience médicale, je crois que ce sont les maîtres mots. Mais maintenant, il y a un dernier
qui est peut-être d'ordre philosophique pour dire qu'en réalité, l'image que le médecin a donnée atteste de ce vieux dicton qui dit qu'en principe, quand on est médecin, on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et qu'en toute chose, il faut confier au Seigneur. Parce que comme le disait Pascal, c'est Dieu qui est l'horloger. Donc, nous, le médecin, comme il a eu l'humilité et la modestie de le dire, il n'est qu'un instrument que Dieu utilise. En réalité, il soigne, mais c'est Dieu qui a guéri. Effectivement. Et au cours de cette opération, le docteur Imapié et son équipe vont faire une série de découvertes. Vous découvrez notamment que notre chère amie Marie-Madeleine, mais ça vous le savez déjà, n'était pas enceinte. Vous allez procéder à l'extraction de plusieurs, on va dire, de plusieurs facteurs qui empêchaient notamment que notre chère Marie-Madeleine puisse se porter à merveille. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces découvertes et nous dire si, au terme de cette opération, vous étiez toujours convaincu qu'il s'agissait de ce problème essentiellement de kyste ou s'il y avait autre chose derrière? Non, c'est quoi un kyste? Un kyste, c'est une masse, une enveloppe dans laquelle s'est constitué un certain nombre de choses. Cela peut être de liquide, cela peut être des cheveux, cela peut être des dents, cela peut être un tissu. Voilà, donc c'est cette masse-là qu'on va appeler un kyste. Un kyste peut se développer au niveau de l'ovaire, cela peut se développer au niveau de la peau, cela peut se développer au niveau de la bouche. Ça, il faut le dire. Mais dans ce cas, c'est un kyste. C'est clair, on n'avait pas de doute, c'est un kyste. Mais quelle était l'étiologie? Pourquoi est-ce que ce kyste s'est formé? Ça, c'est la question qu'on avait à répondre. Et dès le départ, on s'est dit, enfin, pas qu'on s'est dit, à l'issue des examens qu'on a faits, on s'est dit, on partait beaucoup plus pour un kyste tumoral, c'est-à-dire qu'un cancer de l'ovaire. Parce qu'au départ, on avait spéculé entre une tumeur bénigne de l'ovaire que nous appelons en ce nom de démence MEC, c'est quelque chose de bénin, et un cancer de l'ovaire. Mais le scanner nous a dit c'est beaucoup plus probablement un cancer de l'ovaire. Et ça, vous le dites, la maladie avait évolué sur un certain nombre d'organes. Les pipelons, on avait retrouvé des nodules, c'est comme ça qu'on les appelle, qui témoignaient qu'il y avait une atteinte de ces organes-là et donc il fallait faire attention. C'est la raison pour laquelle on a reséqué ces organes-là avant de mieux faire un traitement qu'on allait faire après l'intervention. C'est ce que nous avons appelé omentectomie, c'est la résection de l'épiplon, que nous l'avons dit, c'est l'organe nourricier des intestins. L'intestin, c'est là où circulent les aliments. Également, il y avait son utérus qui portait des myomes. Je précise que myome, fibrome, ce sont des synonymes. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai des myomes et des fibromes. Ça, c'est la même chose. Son utérus portait également des myomes. Ça, compte tenu du contexte, on ne pouvait pas laisser son utérus en place. Ça, c'est clair, il fallait l'enlever. Mais également, il fallait penser à notre organe, c'est l'appendice. On ne l'a pas dit dans le reportage que nous avons enlevé. L'appendice, c'est cet organe-là qui se trouve au niveau de l'intestin. Et on ne sait pas exactement quel est son rôle, mais la plupart des chirurgiens vous diront cela peut servir. Personnellement, j'ai déjà utilisé l'appendice un jour pour réparer un problème. Dans le ventre d'un malade, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on a utilisé l'appendice pour pouvoir réparer ce qu'il y avait. Mais ici, compte tenu du contexte, on ne pouvait pas le laisser en place. Voilà beaucoup de choses qu'on a faites pour pouvoir lui redonner une santé et ne pas dire qu'on va revenir à l'intérieur de son ventre. Et Marie-Madeleine est donc sortie de sa salle d'hospitalisation. Vous l'avez connue, Marie-Madeleine, avec cette charge dans le ventre, sur le ventre, qui l'empêchait de faire à peu près tout. Une commerçante qui n'avait plus la possibilité de vaquer librement à ses occupations. Après être passée entre les mains du docteur Imapié et de son équipe, Marie-Madeleine est devenue une autre personne. Je vous propose de la découvrir en même temps que nous. Au bout de cette ruelle, une silhouette svelte, dans une démarche rassurante, qui n'a de peine à traîner son corps. Marie-Madeleine Gollet nous apparaît sous une autre forme et dans un vestimentaire qu'elle n'osait plus se permettre à cause de la proportion qu'avait pris son ventre. Elle a subi son intervention chirurgicale. Il faut dire que nous partions pour un cancer de l'endomètre. Parce qu'à l'issue de tous les examens qui avaient été faits, le diagnostic
le plus probable était celui d'un cancer de l'endomètre, vu la clinique, vu également la paraclinique. Nous l'avons opéré, c'est une grande équipe qui l'avait opéré avec beaucoup de succès. Et nous avons envoyé toutes les pièces opératoires comme cela se fait après chaque intervention. Nous avons donc envoyé toutes ces pièces opératoires chez l'un des anatomopathologistes de la ville de Douala qui a minutieusement examiné ces pièces et on a tiré la conclusion qu'il n'y avait pas de cancer, mais il y avait plutôt une tuberculose péritonéale. Et grâce à l'équipe de regard social, on a retrouvé Marie-Madeleine pour la prise en charge de sa tuberculose péritonéale, qui en fait est un moins de mal, comme je le dis. Je pense que ces jours qui suivent, à partir de demain très probablement, elle sera mise sous traitement. En fait, le but du traitement, c'est d'éviter une récidive d'une maladie comme celle. Allégée par ce poids qui l'accablait, Marie-Madeleine aujourd'hui a changé, même dans ses relations avec autrui. Le regard social ne la met plus en marge des autres personnes, comme ce fut le cas il n'y a pas longtemps. Les moins curieux, eux, penseraient à un accouchement. Non, pour moi, c'est une très grande joie. Parce que moi, en la voyant comme ça, ça me faisait très mal. Si vraiment j'avais une possibilité pour l'aider, je pourrais bien le faire, mais moi, je n'ai pas une bonne situation. Je ne pouvais pas le faire. C'était juste pour participer à sa douleur et à ces petits problèmes qu'elle avait. Donc, d'aucuns venaient me poser des questions. Ils me demandaient qu'est-ce qu'elle a accouché. Je dis, mais bon, donc vous croyez que c'était la grossesse? Bon, moi, je leur ai dit que bon, ce n'était pas la grossesse. C'était juste un problème de maladie. Et c'est passé, elle a eu la chance que les gens l'ont aidée. Après, moi, je vais parler d'Equinox. Equinox l'a aidée et elle a été guérie. On rend gloire à Dieu. Et c'était très bon. Je la connaissais. Pendant sa maladie, ça nous a quand même surpris. Oui, parce que sa maladie, c'est directement après la mort de son mari. On a même cru qu'elle était enceinte. Dans le quartier, tout le monde en parlait. On était dépassés, on croyait que c'était le voisin. Comme nous sommes souvent rapides ici. Marie-Madeleine Gollet, émue par la chaîne de solidarité humaine constituée autour de son cas, témoigne sa reconnaissance et sa gratitude à toutes ces âmes généreuses et de bonne volonté. Je dis d'abord merci à tout le public qui ont participé à ce qu'ils puissent devenir, ils puissent être guéris. Je leur dis d'abord merci. Et je dis également merci au directeur général d'Equinox qui a permis à ce que cette émission puisse être diffusée dans sa chaîne de télévision. L'émission qui sauve les vies des pauvres. Je dis un très grand merci et je lui souhaite une longue vie. Et je dis également merci à tous ceux qui sont dans la diaspora, dans d'autres pays qui ont participé, ainsi qu'au Cameroun, même mon pays d'origine. Je leur dis un très grand merci du fond de mon cœur, parce que je ne m'attendais pas que je devais être guérie. Vu ma situation, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je leur dis un très grand merci. Et aussi, pour vous les journalistes, M. Warren et son équipe, je vous dis un très grand merci. C'est vous qui étiez à l'origine de venir ici, là, me retirer dans le trou pour aller me présenter devant le public. Alors, que le Seigneur vous accompagne tous les jours, qu'il vous protège et qu'il vous donne une longue vie. Et je dis aussi merci à tous ceux qui ont participé ici dans mon quartier, plus particulièrement les jeunes actifs de ce quartier qui sont venus me donner quelque chose à la fête des mères. Je leur dis un très grand merci, que le Seigneur les accompagne et qu'il la protège aussi. Ses plus proches voisins aujourd'hui, eux aussi, se sont soulagés au vu des peines qu'elle endurait au quotidien. D'ailleurs, comme nous, il lance l'appel au sens humaniste de tous et de chacun, afin que nous puissions
Mieux continuer et terminer ce combat contre la maladie de Marie-Madeleine que nous avons commencé à vaincre au premier round. D'autres nous attendent. Ouvrons nos cœurs. C'est donc là ce qu'on appelle communément dans le jargon de la télé une fin heureuse. Avant même que la fin ne soit dite, Marie-Madeleine se porte déjà bien. Marie-Madeleine jouit de l'entièreté de son corps. C'est une toute autre femme que vous vous apprêtez à découvrir en exclusivité sur le plateau de Regard Social. Et je tiens à préciser, mesdames et messieurs, que tout ceci n'aurait pas été possible si quelque part dans votre cœur ne se trouvait pas cette once de générosité qui a permis que des contributions se fassent encore et encore. On va donc tous ensemble assister à l'entrée de Marie-Madeleine sur Regard Social. Marie-Madeleine, c'est à vous. Est-ce que Marie-Madeleine peut se retourner exactement? Merci Marie-Madeleine. Vous allez donc prendre place. Vous avez vu, mesdames et messieurs, une Marie-Madeleine en pleine forme. On pourrait aisément la confondre à une jeune dame de 25 ans. Elle est toute maquillée, toute belle, toute jolie. Son ventre, comme le dirait Warren Zede, est comparable à celui dans les arts, c'est-à-dire qu'il est totalement plat. Et Marie-Madeleine n'a pas toujours connu ce genre de choses. Et elle est donc aujourd'hui sur le plateau de Regard Social. C'est grâce à vous. Marie-Madeleine, quels sont tes premiers mots à l'endroit de tous ces Camerounais et même ces étrangers qui se sont mobilisés pour vous? Bonsoir d'abord à tous les Camerounais et bonsoir à l'équipe de Regard Social. Mon premier mot ici, c'est un ouf de soulagement d'abord et un grand merci également que je dois vous donner parce que la vie que je vis aujourd'hui, c'est vous qui m'avez donné cette vie. Donc, je compte toujours sur vous que la fin va justifier. La fin va justifier les moyens. Vous avez donc compris, elle est submergée par les émotions. Nous le sommes tous sur ce plateau. Ce genre de fin nous conforte quand même dans l'idée selon laquelle tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et d'ailleurs, on n'a pas arrêté de répéter cela sur le plateau. Marie-Madeleine a une nouvelle vie. Elle qui se voyait déjà à quelques pas de la tombe, elle peut aujourd'hui prétendre à quelque chose de meilleur, passer du temps avec la famille, les amis, son fils, qu'on a rencontré pendant qu'on tournait ce dernier reportage. Et je me rappelle précisément, Marie-Madeleine, qu'au cours de ce dernier reportage, vous n'avez pas arrêté de dire « Merci, docteur Emapi, je ne vais jamais l'oublier ». Vous avez l'occasion de le dire maintenant à votre docteur. Pour commencer, d'abord, mon docteur, le ballot de mon docteur est là. Je voulais d'abord dire merci au directeur général d'Equinox parce que grâce à lui, les pauvres sont sauvés. Grâce à lui, les pauvres ne seront plus insultés dans les quartiers parce que nous faisons toujours l'objet des injures, de toute qualité de choses qu'on nous accuse en cas de maladie grave. Donc, je dis d'abord un très grand merci au directeur général d'Equinox. Merci beaucoup, papa, et longue vie à toi. Et aussi, j'aimerais aussi dire merci à mon père spirituel et toute l'équipe de l'église, des églises d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup des églises qui ont mentionné mon nom dans leurs prières. Je leur dis un très grand merci et que le Seigneur les protège et que l'œuvre de Dieu continue. J'aimerais également dire merci ici à tous ceux qui ont participé dans la diaspora, dans d'autres pays également, ainsi qu'au Cameroun, mon pays d'origine.
j'aimerais leur dire un très grand merci du fond de mon cœur. Un très, très grand merci. Si je suis debout aujourd'hui, c'est à cause de vous. J'aimerais également dire merci à tous ceux qui habitent, tous les habitants de Tergal, puisque ce sont eux qui m'encadrent au quotidien, chaque jour. Ce sont, je ne sais pas quoi dire d'eux. Je ne savais pas que l'histoire du tribalisme qu'on parle ici, ils pouvaient casser ça, puisque je réside dans un quartier de Bamileke. Alors, les jeunes actifs du quartier Tergal m'ont montré cela, que ce mot-là doit disparaître de ma bouche, puisqu'ils sont venus me faire une surprise, d'ailleurs, pendant la fête des mères. Je leur dis un très grand merci, mes frères. Vous m'avez montré quelque chose que je ne pouvais pas m'imaginer. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous accompagne et surtout qu'il vous donne toujours ce que vous avez dépensé pour moi, que vos poches ne restent jamais vides. Et que vous continuez toujours votre action. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu autant de merci, vous, de tout. J'aimerais également. Ah, c'est pas fini. C'est le jour des merci. Aujourd'hui, c'est le ballot. Ok. C'est pas fini. Est-ce que j'ai déjà déballé pour le docteur Imaki? Non, l'autre là. Faites-le, Marie-Madeleine. Faites-le. J'aimerais également dire merci à toute l'équipe de Regard Social, parce que sans vous, c'est que je ne suis même pas ici. Parce que c'est vous qui avez pris la peine de vous lever, partir là où je me cachais, aller me retirer dans le trou et venir me présenter au public. Du fond de mon cœur, je ne vais jamais oublier cela de ma vie. Merci et merci et merci et merci et merci et merci. Oh là là. Maintenant, je déballe le ballot de mon docteur. Là où je suis, je vous déclare d'abord quelque chose. Là où je suis, j'ai d'abord horreur des injections. Je n'aime pas les injections. Lors de mon premier passage dans la clinique de mon père, il fallait que je passe fallait passer par cette étape? Non, pas par cette étape. Donc, il fallait qu'il me fasse l'échographie. Bon, après l'échographie, directement, mon docteur demande une seringue. Directement, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit que merde, ça c'est quoi? Mais le docteur, lui, ne connaissait pas. Directement, je pose la question, je dis, mais docteur, tu vas m'injecter au ventre comment? Il me dit que mais non, je veux tout juste prélever l'eau qui est dans votre ventre. D'accord. En prélevant avec une seringue, oui. Il me dit oui. Il dit que moi, je n'aime pas les injections. Comme ça, c'est lui-même qui me dit que si on injectait les gens même comme ça pour rien, même moi-même, je ne pouvais pas passer sur ça. Mais si c'est pour une bonne cause, moi, je supporte et ça passe. C'est là où j'ai pris mon courage. Il ne savait pas que c'est là où j'ai pris ma part de courage pour dire que maintenant, là, ça sort comme ça sort. Si c'est l'injection, si c'est le couteau, si c'est quoi, je vais sauf que supporter. C'est là où il m'a donné un premier courage. Et je veux vous dire quelque chose. Ce monsieur Amapi que vous voyez, je n'ai jamais rencontré un docteur de ma vie. Ce n'est pas quelque chose de publicité. Je n'ai jamais rencontré un docteur tel que vous voyez Amapi aujourd'hui, monsieur Amapi aujourd'hui. Là où il est là, il m'a prouvé quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Un docteur qui peut te soulager de ton mal seulement avec la parole. Je n'ai jamais vu. Je vous assure, c'est quelque chose. Je ne pouvais pas lui dire ça. Or, je voulais lui dire ça devant l'antenne. Parce que chaque fois que je partais là-bas pour les examens, seulement sa parole me soulageait. Seulement sa parole. Je rentrais à la maison, je dormais au quai. Donc chaque fois que j'étais rassurée, il m'avait rassurée de tous les côtés. Donc tout ce que je pensais, toutes les mauvaises choses que j'avais dans ma tête. Donc, il annulait tout ça. Il connaissait comment il faisait tout pour que je sois rassurée. Jusqu'à ce que l'opération s'est bien passée. Et voilà, donc, du fond de mon cœur, une très très bonne nouvelle. Vraiment, je ne connais pas ce que je peux donner à mon docteur. Sauf que ce n'est que la joie que j'ai, ce n'est que la joie là. Je réclame au Seigneur de lui donner une longue vie. Lui, avec toute son équipe, puisque j'étais au petit soin là-bas, toute son équipe, tout le monde qui venait vers moi était souriante. Et ça me donnait de la joie, la force.
Donc, j'aimerais que le Seigneur lui donne la force, surtout l'énergie qu'il avait perdue ce jour. Je veux que le Seigneur lui verse cette énergie-là en abondance. En abondance, puisque pour avoir de la vie, pour sauver la vie, il faut dépenser de l'énergie. Donc, M. Emapi en a besoin. Merci Marie-Madeleine. Merci. Merci beaucoup, mon docteur. Docteur Emapi, après, j'ai envie de dire cette salve de merci. Ça se voit que vous êtes sous le coup de l'émotion, vous également. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, pendant que nous étions dans votre bureau, ça non, on le sait déjà, mais pas les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez dit que, en plus du traitement qui avait été administré à Marie-Madeleine, il fallait aller un peu plus loin. Il s'agit de quoi exactement, docteur? C'est vrai. Déjà, je vais rectifier un lapsus que j'ai fait tout à l'heure dans le reportage. J'avais dit qu'on était parti pour un cancer dans le domaine. Non, c'est plutôt cancer de l'ovaire. Alors, après chaque intervention chirurgicale, on doit prendre les pièces, tout ce qu'on a enlevé, et envoyer chez un spécialiste qu'on appelle le médecin anatomopathologiste. C'est lui qui doit alors réexaminer, même si on avait déjà fait une biopsie et qu'on avait dit c'était telle chose, on reprend tout ça, on le lui donne. Je le dis pour que les malades comprennent, parce que parfois on a donné ces pièces, on a pris, on est allé enterrer. C'est une grosse erreur de pouvoir enterrer. Ça, on remet chez un médecin anatomopathologiste qui étudie de fond en comble avant de pouvoir sortir un diagnostic final. Alors, le diagnostic final de Marie-Madeleine, ce n'était pas un cancer, c'était une tuberculose. Je me rappelle lorsque j'ai reçu le courrier, son courrier, je me suis rabattu sur mon siège et j'ai dit mais c'est pas possible. J'étais plutôt content que ce ne soit pas ce qu'on pensait parce qu'on avait réfléchi avec l'équipe, comment est-ce qu'on va faire? Ça va demander encore une forte somme d'argent. Est-ce qu'on va encore puiser autant chez les contribuables alors qu'il y a beaucoup de cas? Comment est-ce qu'on va gérer la suite? Ça, c'était l'équation qu'il y avait à régler dans Regard Social. Et lorsque je reçois ce résultat, je suis surpris, je me pose des questions et directement je rappelle mon confrère, je dis mais est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis? Et il me dit docteur, j'ai examiné plusieurs fois ces pièces-là. J'ai pris du temps, je les ai réexaminées et non, ce que j'ai dit, c'est ce que nous avons pu retrouver. J'étais très content de savoir que la prise en charge va être assez simplifiée. C'était une tuberculose ovarienne, péritonéale. Ces granulations que nous avions vues sur l'épiplan, ce n'était pas des métastases qu'on pensait, c'était plutôt des granulations de tuberculose péritonéale. Alors vous voyez, en médecine, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc il faut parfois du doigté avant de pouvoir le faire. Donc on était franchement soulagés de savoir que c'est plutôt une tuberculose, qui n'est pas aussi une petite maladie, parce que ça l'avait complètement déformée. Mais il faut voir ce qu'une tuberculose peut entraîner. Cela devient assez simple maintenant parce que le traitement de la tuberculose au Cameroun, c'est gratuit. D'ailleurs, elle a déjà commencé ce traitement-là et on va simplement lui demander, je pense qu'on n'a même pas besoin de lui demander parce que c'est d'où elle vient, c'est de prendre ce médicament avec assiduité. On a réduit aujourd'hui le nombre de comprimés qu'on prend parce qu'avant, il y avait une multitude, c'était environ 12 comprimés, 12 cachets qu'il fallait avaler le matin à jeûne. Aujourd'hui, ça a beaucoup diminué. On a essayé de faire des combinaisons thérapeutiques qui font qu'on a très peu de comprimés qu'il faut prendre. Il faut préciser qu'elle n'est pas contagieuse. C'est là où je veux en venir. Il faut me laisser évoluer. Alors, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire, la tuberculose extra-pulmonaire. C'est la tuberculose pulmonaire qui est très contagieuse. Par contre, les autres tuberculoses osseuses, péritonéales, ovariennes, enfin génitales, ce sont des maladies qui sont plutôt dans l'organisme et la personne les cache à l'intérieur. Elles ne sont pas autant contagieuses que la tuberculose pulmonaire. Elle n'est pas contagieuse. Là, à l'étape où on se trouve, ça, il faut qu'on se le dise très bien parce qu'il ne faut pas encore une autre discrimination dans le quartier. Non, elle va qu'à ses occupations tout à fait normalement. Et aujourd'hui, la durée du traitement, elle est quand même assez réduite parce qu'avant, il fallait faire 12 mois de traitement. On a totalement réduit ça aujourd'hui avec l'évolution de la médecine. Voilà. Merci, docteur Emapi. On va donc procéder à l'entrée sur ce plateau de Irène Tembe.
Vous savez, Irène vient sur ce plateau de regard social, notamment pour vous faire l'état des différentes contributions qu'il y a donc eu à faire pour le cas social qui est en cours. Et donc, Irène, bonsoir. Bonsoir, Kate. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le cas de Marie-Madeleine? Je tiens d'abord à remercier nos soldats de la solidarité qui, depuis la date du 14 janvier 2021, c'est-à-dire le premier passage de Marie-Madeleine Gollet sur ce plateau, ont bien voulu contribuer pour le cri de cœur qui avait été lancé sur ce plateau. Et nous avons pu obtenir, grâce à ces soldats de la solidarité, un montant de 1 639 600 francs CFA. Et face aux différentes dépenses, opérations et tout, nous avons dépensé la somme de 1 354 000 francs CFA. Actuellement, nous avons dans nos caisses un montant de 285 600 francs CFA. Et il est à noter que Marie-Madeleine, comme l'a dit précédemment le docteur, a déjà entamé son traitement de la tuberculose. Merci infiniment à vous, Irène. Mesdames et messieurs, c'est donc avec cette dernière prise de position que nous mettons un terme à cette édition de Regard Social. Nous vous disons infiniment merci à vous qui faites partie de la grande famille de Regard Social. Merci de nous avoir permis de rentrer dans vos maisons pendant toutes ces minutes. Nous tenons également à remercier les panélistes qui se sont succédés sur le plateau, le professeur Gadifna, nous remercions l'avocate Clémence Mafetgo, nous remercions le docteur Emapi ainsi que Gérard Cuissu, Bicoque, René et le fait de société Mirabel. Mais nous tenons surtout à dire merci à la grande équipe de Regard Social qui s'est donc rassurée que ce programme parvienne jusqu'à vous. Je pense à Carlos Minoué, Eric Watat, Dallas Chana. Il est également présent sur ce plateau Martin Abanda, Warren The2, Irène Tembe, Marlise Mifoumou qui se rassure que vous puissiez nous suivre en direct sur nos plateformes sociales ainsi que Raphaël Dipanda. Nous pensons à Emmanuel Wapi, Cédric Chouna, Cédric Nding et toute la grande famille de Regard Social qui s'est mobilisée pour que vous puissiez avoir ce programme. Quant à vous, nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, la semaine prochaine pour le même plaisir. Merci infiniment.